Merci à Nicolas, merci à tous les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Donc, effectivement, je vais vous présenter les données probantes du modèle IPS, ce modèle de job coaching, mais dans ce champ particulier qui est la précarité. Donc voilà, je n'ai pas d'intérêt sur ce sujet. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette méthode IPS? Alors, juste pour voir dans la salle, si vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent déjà un peu bien la méthode. D'accord, donc à peine la moitié. Donc, je vais repartir du coup un peu sur les fondamentaux. Pourquoi on s'intéresse finalement à l'insertion professionnelle quand on est un professionnel de psychiatrie? Alors, trois arguments majeurs par rapport à ça. Le premier, vous le savez, c'est que le taux d'insertion professionnelle pour nos patients est vraiment très faible, et en France, on est vraiment mauvais élèves pour ça. Deuxième argument, c'est que quand on interroge nos patients, la plupart nous disent vouloir travailler, et même quand on les interroge sur les besoins d'aide principaux sur lesquels on peut leur apporter quelque chose, le travail vient souvent en tête. Alors, pourquoi? Je peux trouver trois raisons importantes. La première, c'est que avoir une activité, être productif, c'est un des besoins humains fondamentaux, et d'ailleurs, c'est un des principes de base de l'ergothérapie. Deuxième argument, c'est que dans la plupart de nos sociétés, avoir un travail, évidemment, c'est un rôle typique de l'adulte, c'est synonyme de maturité, d'autonomie. Et puis, le travail, dans le champ de la précarité, c'est aussi un moyen de sortir parfois de la pauvreté. Et puis, le troisième argument majeur, c'est que l'emploi, l'insertion professionnelle, c'est, on le sait, un des facteurs, peut-être le facteur majeur du rétablissement et de la musique. Et ça, on le sait aussi parce qu'il y a beaucoup d'études qui le montrent. Avoir un emploi pour des personnes ayant des troubles psychiatriques graves, c'est plus d'estime de soi, c'est un vecteur d'espoir, un vecteur d'empowerment, c'est aussi plus de bien-être, plus de contacts sociaux, une sécurité financière dans la précarité, plus d'autonomie, moins de recours aux soins psychiatriques, et puis c'est important, moins de consommation de toxiques. Alors, le modèle IPS, c'est quoi? Donc, c'est un acronyme pour Individual Placement and Support, qui traduit bien, en fait, le bouleversement, le renversement paradigmatique qu'a pensé Deborah Baker et Robert Drake au tout début des années 90 aux États-Unis, qui ont pensé ce renversement du modèle un peu classique que beaucoup font encore aujourd'hui, de se dire qui va de soi, en fait, se dire, si on a des personnes qui ont des troubles psychiatriques, on va déjà les entraîner, les former, les motiver à l'emploi, parfois pendant une longue période avant d'aller à l'emploi. C'est le modèle qu'on dit train and place. Et donc, ils vont proposer autre chose radicalement nouveau, qui est le modèle place and train, c'est-à-dire on accompagne le plus rapidement possible à l'emploi, mais à condition d'avoir un accompagnement approprié. Et du coup, ils ont décliné toute une méthode très précise qu'on retrouve dans une échelle de fidélité et qui se résume en 8 principes fondamentaux. Donc c'est la recherche le plus rapide d'emploi. On dit souvent, dans le premier mois d'accompagnement, il faut avoir un contact avec un employeur. Deuxième principe, c'est que l'objectif qu'on vise, c'est l'emploi en milieu ordinaire, c'est-à-dire vraiment le milieu compétitif de travail. Troisième point, c'est la priorité donnée aux préférences de la personne, c'est-à-dire que on va l'accompagner sur son projet, quel que soit son projet, c'est celui-là qui compte. Quatrième principe, c'est l'exclusion zéro, c'est-à-dire que le seul argument pour être accompagné, c'est être motivé à aller vers l'emploi et avoir un trouble psychiatrique. Cinquième principe, c'est le soutien sans limite de durée, c'est-à-dire que tant que la personne souhaite accompagner, elle pourra être accompagnée. Sixième principe, c'est l'étroite articulation entre les services de soins et les services d'accompagnement à l'emploi, qui doivent être dans une coordination avec des points réguliers. Septième principe, l'information sur les avantages et les inconvénients à retourner vers l'emploi.
Et puis, huitième principe, important, c'est que les job coachs doivent vraiment avoir une démarche proactive vers les employeurs, les démarcher pour vraiment créer un réseau d'employeurs. Alors, cette méthode XPS, elle a eu beaucoup de succès partout à travers le monde. Elle s'est beaucoup diffusée. Pourquoi? Eh bien, avant tout parce qu'elle est très efficace. Et ça, on le sait avec des données qui sont vraiment probantes et très diffusées. Aujourd'hui, on compte 28 essais randomisés contrôlés, plusieurs méta-analyses, plusieurs revues Cochrane, qui montrent tous, sauf une, que la méthode IPS est bien supérieure aux méthodes traditionnelles d'accompagnement à l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est que cette efficacité, elle n'est pas ponctuelle. Maintenant, on a des suivis au long cours qui montrent que cette efficacité se maintient au-delà de 10 ans. Et cette efficacité, elle a été retrouvée globalement partout à travers le monde. Vous avez en bas le résumé de toutes les études et qui montre en gros que quand les études traditionnelles ont des succès plutôt à 20% de retour à l'emploi, la méthode IPS est plutôt à 50-60%. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est, est-ce que dans le champ spécifique de la précarité, est-ce que ça marche encore? Alors, vous allez me dire, tout dépend ce qu'on appelle par précarité. C'est-à-dire que déjà, on peut considérer que nos patients qui ont des troubles psychiatriques sévères sont souvent, en fait, déjà en situation de précarité. Et c'est vrai que la méthode IPS, elle a été conçue justement pour accompagner ces personnes qui sont en situation de précarité. Mais vous pouvez me dire aussi, la précarité, c'est plus que ça, c'est la grande précarité, c'est-à-dire le sans-abrisme, etc. Donc, c'est pas simple. Et donc, on peut peut-être prendre le problème autrement, c'est de se dire, il existe des obstacles bien connus au retour à l'emploi des personnes en situation de précarité qui ont des troubles psychiatriques, et prendre ces obstacles un à un et regarder si, du coup, la méthode IPS arrive à challenger ces obstacles. Donc, ces obstacles, quels sont-ils? Ça, on les retrouve dans beaucoup de revues de littérature. Ce sont les comorbidités addictives, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, comorbidités somatiques, évidemment le logement précaire ou le sans-abrisme, l'éloignement du travail, les antécédents judiciaires, la stigmatisation des soignants ou des employeurs, l'autostigmatisation encore plus importante sur cette population, l'absence d'expérience professionnelle, le faible niveau d'études ou un manque de motivation et d'engagement du fait de leur contexte. Alors, pour répondre à cette question, il y a déjà une étude très pratique, qui est une grande méta-analyse qui a été faite, on va dire, par les pères fondateurs de la méthode IPS, qui a regardé sous-groupe par sous-groupe de patients s'il y avait des variables qui montraient que la méthode était plus ou moins efficace. Donc, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est plus petit, mais la première partie, en fait, c'est par rapport aux symptômes de la schizophrénie. Est-ce qu'il y a des sous-groupes de symptômes, de patients avec des sous-groupes de symptômes qui bénéficient plus ou moins de la méthode IPS? En fait, non, il n'y a pas de différence significative. Alors, j'ai entouré en rouge ce qui nous intéresse, ce qui représente en fait les obstacles au retour en emploi des personnes qui sont en situation de précarité. Vous voyez, les dépendances aux substances, des histoires d'ancienneté de travail ou pas, le fait d'avoir un niveau d'études plus ou moins élevé, plus intéressant encore le fait d'être sans abri dans l'année qui précède. Vous voyez à chaque fois aucune différence significative. Donc, a priori, sur cette étude, il semble que la méthode IPS serait aussi efficace. Voilà, alors là, c'est une revue de la littérature sur la question des troubles d'usage d'alcool ou de toxiques. Est-ce que la méthode IPS fonctionne?
globalement, il n'y a pas beaucoup d'études. Hein, vous voyez, là, il y en a 4, et encore, du coup, il y en a 2. C'est plutôt des grosses études, mais sur les vétérans aux États-Unis, donc c'est quand même une population bien spécifique. Globalement, à chaque fois, on voit que la méthode IPS marche, voire marche beaucoup mieux. Hein, vous voyez, 11 fois mieux que les techniques traditionnelles. Mais si on regarde les chiffres, on est plutôt en dessous des efficacités qu'on a traditionnellement avec la méthode IPS. En population psychiatrique. Une question importante aussi, hein, un des obstacles qui est un peu oublié de la littérature, et pourtant à mon avis c'est quand même un vrai sujet, hein, c'est les antécédents judiciaires, les sujets qui sont avec des soins pénalement ordonnés. Pareil, alors il n'y a pas de review, donc je l'ai fait un peu à votre place, mais globalement, pas beaucoup très peu d'études. Une seule bonne étude, hein, faite par Bond et collaborateurs en 2015, qui montre pareil, que ça marche plutôt bien, 4 fois plus de succès, mais on est sur des pourcentages de succès à 31%. Donc, globalement, à chaque fois, on est un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre avec la méthode IPS. Et puis, pour finir, 2 études sur le champ des personnes sans abri, hein, qui est probablement le marqueur le plus important de la précarité. Donc, cette première étude, elle est vraiment intéressante parce que, du coup, donc c'est Eric Latimer hein, qui, à Montréal, a diffusé le premier, la méthode IPS en milieu francophone. Ils ont pris une population de chez soi d'abord, donc on a vu ce que c'était tout à l'heure le chez soi d'abord, donc je ne reviens pas sur les principes. Et du coup, ils ont randomisé avec un camp chez soi d'abord avec la méthode IPS et puis un chez soi d'abord classique. Résultat, alors, certes, en tenant compte des facteurs confondants, ils arrivent quand même à la méthode 2-3 fois plus efficace que sans méthode IPS, mais quand on regarde les chiffres, hein, on est quand même aussi sur des chiffres assez bas, autour de 30% de retour en emploi. Voilà, et puis les personnes étaient plus satisfaites quand ils étaient accompagnés avec IPS. Une autre étude par l'équipe de Christine Ferguson à Los Angeles, assez intéressante aussi parce que c'est un essai randomisé contrôlé sur des sujets jeunes avec troubles psychiatriques qui vivent à la rue. Et il propose 2 choses, soit donc notre méthode IPS, soit une autre méthode qu'il appelle Train While Place. Alors, pour résumer, c'est pas train and place ni place and train, mais en même temps, on va dire. C'est-à-dire, on va proposer à la fois d'entraîner et de ramener à l'emploi quasiment en même temps. Donc, vous voyez là, il y avait 4 étapes. Une première étape en 4 mois d'acquisition de compétences professionnelles. Donc, c'était la sérigraphie, la photographie. Deuxième étape, 4 mois, on leur propose des compétences managériales, entrepreneuriales, type gestion de paye, enfin, tout ce qui permet de lancer une petite entreprise. Et très rapidement, on leur demande de créer une entreprise sociale, donc là, qui va vendre des t-shirts qu'ils ont sérigraphiés eux-mêmes. Et puis, on enrobe ça de case management pour qu'il y ait du soin autour. Résultat, globalement, pas de différence significative entre les 2 types d'accompagnement. Et pareil, on plafonne toujours à une trentaine de pourcents de retour à l'emploi. Donc, conclusion. La méthode IPS en situation de précarité, globalement, les données montrent plutôt une efficacité supérieure aux méthodes traditionnelles, mais ça marche un peu moins bien. Ce qui est assez logique, en fait, hein, parce que forcément, il y a des obstacles supplémentaires. Alors, comment être plus efficace? Moi, je vous propose 4 propositions que j'ai vues aussi dans la littérature. La première, ça serait d'essayer d'additionner des approches probantes, type un chez soi d'abord plus IPS,
ou type CMP post-pénal, IPS, etc. Alors, je pense que c'est plutôt une bonne idée, mais attention parce que il faut quand même que tout ça se coordonne bien et on sait bien que quand on met beaucoup de dispositifs les uns sur les autres, parfois, ça marche moyennement bien. Deuxième proposition, ce serait plutôt ma proposition, enfin, à mon avis, c'est la meilleure, c'est d'essayer de développer des équipes EPS qui vont être plus spécifiques à un public particulier. Nous, on a l'expérience à Tours, là, de se lancer, par exemple, chez des personnes avec des soins pénalement ordonnés. On voit bien que c'est pas du tout la même problématique que la schizophrénie. C'est pas les mêmes problèmes cliniques, mais c'est aussi pas du tout les mêmes problèmes pratiques de justice, etc. Et donc, on voit bien que ça semble bien marcher, mais il faut vraiment former nos équipes à ce public-là. Troisième proposition, c'est être patient. C'est-à-dire que toutes ces études, souvent, sont quand même des études sur une période assez courte. Et on voit bien que pour ces populations, probablement qu'avant d'avoir des résultats, il faut plus de temps. C'est pas 6 mois, c'est pas 12 mois, mais probablement 2 ans, voire 3 ans. Et donc, il faut, à mon avis, avoir des études plus longues pour voir vraiment les bénéfices. Et puis, dernier point, il y a quand même pas grand-chose, en fait, en termes d'études. Là, je vous ai quasiment montré tout ce qui existait dans la littérature. Donc, il y a vraiment voilà, un appel, à mon avis, à multiplier les données probantes. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais une question sur un des principes, en fait, que vous avez nommé, c'est-à-dire le soutien sans limite de durée. Et je me demandais si ça n'engorgeait pas, en fait, les admissions dans le process. Alors, oui. En fait, il y a le principe de l'IPS et des job coachs, ça aide beaucoup la réactivité. C'est-à-dire que, du coup, il faut que si à 6 heures du matin, il faut accompagner quelqu'un au travail, lui trouver une tenue propre, etc., il va falloir y aller, quoi. Et donc, pour avoir cette réactivité, dans la méthode, il y a un case load, il y a un nombre de… Enfin, chaque ETP de job coach limite le nombre de personnes accompagnées. C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est ça. Et donc, forcément, une fois qu'on a rempli les places, on ne peut augmenter la file active que s'il y a des gens qui sortent du dispositif ou si on augmente le nombre de job coach. Mais, du coup, c'est assez coûteux. Après, à mon avis, un des enjeux vraiment majeurs aussi des études, c'est justement de faire des modèles médico-économiques. Parce que certes, c'est coûteux, mais quelqu'un qui travaille, du coup, il paye des impôts, ça rapporte, ça fait marcher le commerce, etc. Donc, du coup, ça peut être rentable, en fait, et il nous manque vraiment des études médico-économiques qui pourraient montrer qu'au moins ça coûte pas finalement à la société de faire en sorte d'avoir beaucoup de job coach. Mais par rapport, si on veut répondre aux demandes, il faut effectivement probablement un nombre considérable de job coach.